Voilà, nous sommes donc à l'instant causerie matinale avec nos invités, Sylvain Etchou, enseignant, et Fumilayo Mohamed Dorego, édupreneur, spécialiste des questions de l'éducation. Ils sont 145 934 candidats à composer depuis ce matin dans 234 centres. Là, nous allons progressivement, mais sûrement, vers la fin de l'année scolaire 2020-2021. Et nous sommes d'ailleurs dans la période des examens. Lundi dernier, c'était le CPE. Ce jour, c'est donc le BEPC. Nous allons en parler tout de suite. Monsieur Fumilayo Dorego, les temps de revision, vous, certainement que vous en avez vu, vous avez accompagné certains d'entre eux. Comment est-ce que vous les avez préparés à cela? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que aucun enfant n'est bête. Aucun enfant ne manque d'intelligence. Ils sont tous intelligents, ils ont tous le niveau, ils ont tous la capacité. C'est souvent un problème d'organisation, d'entourage, un problème aussi d'amour. Parce que les parents ne savent pas aimer leurs enfants. Un enfant qui est mal aimé peut faire des caprices. Est-ce qu'on peut dire qu'un parent n'aime pas son enfant? Non, je dis, n'aime pas l'enfant comme cela se doit. Vous voyez, il y a trop d'amour n'est pas d'amour, par exemple. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous appelez? Qu'est-ce que vous mettez dans trop d'amour? Je prends un exemple simple. Un parent qui aime offrir tout ce que l'enfant veut. L'enfant demande s'il faut lui donner parce qu'on estime que moi j'ai souffert dans ma vie. Il ne faudrait pas que mon enfant souffre. Ce n'est pas de l'amour. La souffrance est parfois des moyens d'éducation pour l'enfant. Il y a des choses qu'il ne faut pas lui donner, il y a des choses qu'il faut le laisser découvrir, expérimenter. De la même façon, trop d'exigence également n'est pas de l'amour. Non, tu dois faire comme ça. Il y a des parents, moi j'en ai connu, qui exigent que l'enfant, non, tu vas à un examen, il faut que tu te couches au moins tard. On doit savoir que tu es en train d'apprendre jusqu'à 0. Je dis, mais c'est pas utile. Donc, il y a plein de choses qu'on fait qui empêchent les enfants de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ce que je retiens beaucoup plus, c'est ce que j'ai vu, les enfants ont beaucoup plus un problème de français qu'un problème de connaissance. Vous comprenez? Nous sommes à une ère où on ne lit plus, on ne fait plus vraiment de pratique, il n'y a plus vraiment la dictée qui est présente et tout comme cela se doit. Donc, ils ont beaucoup plus de mal à bien écrire. Et à bien s'exprimer également. Et quand c'est comme ça, lorsque vous composez en français, que vous ne maîtrisez pas le français, il y a déjà un blocus. Donc je pense que ils sont déjà en composition, on ne va pas revenir sur ça, mais en guise de conseil, dans les vacances, que les parents, franchement, essaient d'orienter les enfants beaucoup plus vers la lecture, ça va les aider. Et vous estimez que c'est le manque de lecture qui entraîne ça? Qui entraîne ce problème-là? Exactement. Nous avons tous lu, nous sommes passionnés de la lecture, on écrit, on lit à tout moment. Quand on arrive à ce stade-là, on apprend de nouveaux mots, on soigne son style, on soigne ses fautes. Et quand on comprend mieux les mots, on comprend l'épreuve. Des fois, on n'a même pas besoin de forcément aborder le chapitre. Il suffit juste de savoir bien parler français et on lit, on comprend. 2 yaourts de 25 francs n'est pas égal à 2 yaourts pour 25 francs. Vous comprenez? Mais c'est de petits trucs, par contre, qui trahissent, en fait, ces enfants-là en face de l'épreuve. Et bien sûr, il y a aussi l'aspect smart, l'aspect où j'appelle les enfants androïdes, très agités, qui veulent aller très rapidement, qui veulent faire des abréviations et tout le reste, alors que ce n'est pas ce qu'il faut lorsqu'on est dans le milieu éducatif, ou bien en face des épreuves. Très bien. Oui. Non, c'est réel. Oui, le coach a raison quand il parle de ce que le français constitue un frein pour l'épanouissement, pour le développement de l'enfance, en tout cas sur le plan éducatif, sur le plan scolaire, c'est vrai. Parce que quand vous prenez toutes les matières, même l'anglais, le français, parce qu'il faut comprendre ce qu'on dit en anglais, il faut pouvoir comprendre ça en français et pouvoir traiter l'épreuve. Donc il y a franchement ce problème qui se pose. Ceux qui enseignent les maths, ils vous diront la même chose, que c'est la compréhension des questions, la compréhension des contextes qui pose problème aux enfants, de sorte que parce qu'on ne sait pas, parce qu'ils ne savent pas lire. Ils savent lire. Mais ils manquent de culture. Justement. De culture, de profondeur. Les tenues, vous savez, il y a des petites tenues et dans chaque matière, il y a des jargons. Et donc, quand l'enfant n'arrive pas à comprendre ces petites tenues, il y a des problèmes. Donc, le français est véritable, ça pose un problème. Mais je crois que ce qui sauve souvent, c'est les moments de révision où on soumet l'enfant à beaucoup plus d'épreuves, à beaucoup plus de façons, des mêmes façons de tourner ou bien de poser la même question, ce qui fait que à l'arrivée, ils s'en sortent quand même. Donc, c'est ce qui me donne, moi, l'avantage, ce qui me donne, moi, un certain gage pour dire qu'il y a de la matière, parce que les révisions constituent ces moments-là où on frotte l'enfant à beaucoup plus
à prendre connaissance dans chaque matière, à beaucoup plus savoir comment est-ce qu'on peut dire la même chose, comment est-ce qu'on peut demander la même chose et comment il faut rendre la même chose à des moments donnés. Donc, c'est surtout ça. C'est vrai que le français, oui, mais c'est progressif parce que, vous savez, c'est un problème qu'on a commencé par traîner depuis un moment et qu'on s'en rend compte aujourd'hui ou bien on s'en rend compte petitement. C'est progressivement que nous essayons de corriger ça, et enseignants et parents et l'État, donc pour que ce niveau de français puisse se relever, on puisse relever ça un tout petit peu au niveau des enfants. Très bien. Et aussi, on vous demandait à M. Dorego de proposer quelque chose pour que ça soit corrigé, le niveau d'études, le niveau des candidats, des élèves. Deux choses. Oui. La première, il faut que l'école apprenne aux enfants comment apprendre. C'est très très important. L'école donne des cours à apprendre, mais l'école ne donne pas aux enfants comment est-ce qu'il faut apprendre ces cours. Il faut le faire. Et s'ils ne sont pas en mesure, qu'ils permettent à nous autres qui sommes édupreneurs, des coachs, que nous puissions montrer à ces enfants des stratégies simples. Il y a par exemple la notion de plan, il y a par exemple la notion des résumés, après les révisions qui sont également très très indispensables. Deuxième chose, il faut les activités parascolaires, notamment les activités par exemple d'écriture, de chant, les ateliers de lecture, de résumé, de présentation de tests, etc. C'est des choses qui aident les enfants en fait à exprimer eux-mêmes les idées. Lorsqu'un enfant prend par exemple un cours et s'approprie le cours dans son langage, même avec son niveau basique, s'il le comprend, même s'il n'est pas trop cultivé, il aura cette facilité à rendre le cours comme cela se doit. Donc le problème d'abord, c'est que l'enfant a des difficultés à comprendre. Ce que je voudrais, l'approche par compétence qu'on propose, que cela ne soit pas simplement un truc théorique et un truc d'un niveau trop élevé. C'est-à-dire qu'on arrive à contextualiser le cours pour que parfois les apprenants puissent faire des jeux de rôle par rapport au cours. Ça va les aider en fait à mieux comprendre. Parfois dans leur langue, on fait des similitudes, des rapprochements comme un jeu. Moi je me rappelle, moi j'ai compris l'importance des jeux de rôle quand on était pratiquement en deuxième année d'université par rapport à un exposé. Et quand on a fini, j'ai proposé aux gars, et si on faisait un petit sketch à la fin? Mais j'ai vu l'impact que ça a eu, parce que ça a aidé beaucoup de personnes plus tard. Donc, les jeux de rôle, on peut le faire, l'enseignant peut s'organiser. C'est pas autorisé encore de façon formelle au niveau de l'État, mais il faut qu'on y pense. On peut, par rapport à un cours, on peut organiser des jeux de rôle. Même chose pour les cours de physique-chimie. Je me rappelle, en quatrième, je dis ça souvent à mes élèves, j'ai eu 4,99 de moyenne en physique en quatrième. Mais en troisième, pour la même matière, j'ai eu 17, 18, 19 de moyenne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un professeur, hommage à lui, M. Raymond Oué, qui nous enseignait la physique, mais qui partait des choses pratiques. Il se dit par exemple, ok, j'ai perdu 50 francs. Je laisse tomber 50 francs. Celui qui me suit prend combien? 50 francs. C'est comme ça qu'on nous a enseigné les notions d'équation pour dire que lui paie tel élément, l'autre récupère. C'est resté. C'est du vécu, c'est la pratique. Donc c'est ce qu'il faut ramener en fait au cœur de l'enseignement, et je pense que les enfants vont vraiment s'intéresser. Oui, je n'ose pas croire que ces pratiques-là que vous décrivez ne sont pas dans l'enseignement aujourd'hui. L'enseignant est d'abord formé pour savoir pour même aller chercher même des stratégies ailleurs pour pouvoir que l'enfant comprenne ce qu'il enseigne. Ça ne se fait pas malheureusement. Ça se fait. Vous savez, il y a trop. Les enseignants se défendent. Sinon, on est sur le terrain, ça ne se fait pas. On l'a pas vu. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas là ce matin pour défendre les enseignants, mais je dis juste ce qui se fait sur le terrain. Ça se fait dans toutes les matières. Certes, il y a quand je prends les physiques par exemple, il y a des choses qui manquent, les laboratoires pour pouvoir expérimenter certaines choses, il y a tout ça qui manque. Mais quand je prends l'enseignant lui-même, quand il se met, parce qu'il ne sait à rien de dispenser un cours que les enfants ne comprennent pas. Donc l'enseignant se cherche, il trouve beaucoup de moyens pour pouvoir amener ses enfants à comprendre ce qu'il dit en réalité. Et je crois que les enseignants se démerdent pour pouvoir rendre comme vous le demandez. Parce que quand vous dites par exemple qu'il faut un peu des rapprochements, même en anglais, si vous me permettez, on ne se comprend pas bien. Je vais donner deux exemples. Moi, c'est des cas pratiques ce que moi je vis. Le premier exemple, c'est un enseignant, par exemple, où deux élèves ont les mêmes résultats. C'est vrai, l'autre a eu quelques fautes, mais dans la note, on donne à l'autre 18 et à l'autre, par exemple, on lui donne 12. Moi, je suivais la fille qui avait 12. Ses parents m'ont dit, suis-la. Quand elle m'a montré, ça veut dire, c'est pas normal, tu peux pas avoir 12 par rapport à l'autre qui a eu 18. J'ai dit, ok, voilà la démarche que tu dois avoir envers ton prof lorsque tu vas à l'école. Elle a la démarche, le prof a corrigé, a repris. D'abord, il a refusé pour le moment. J'ai insisté. J'ai dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Comme tu as essayé, ça n'a pas marché. J'en parle maintenant à tes parents qui vont le toucher. On l'a retouché. L'enfant, quand il a recorrigé, l'enfant a maintenant eu 16. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là déjà? Pour le premier exemple.
Lorsque l'enseignant qui est censé avoir tous les outils pour évaluer un enfant juge mal ou bien sous-estime le niveau de l'enfant alors que l'enfant sait qu'il a donné le meilleur de lui, cet enfant est atteint psychologiquement. Il n'a plus la capacité en fait de dire je vaux quelque chose. Donc il se dit mais non, mais j'ai tout donné, ça ne donne rien. À des moments donnés, comment pas dire que je n'ai plus d'efforts à faire parce que même quand j'ai fait assez d'efforts, je n'ai pas de résultat qu'il faut. Ça, par exemple, c'est pas bien, c'est un cas pratique. En tant qu'enseignant, c'est des cas rares. Non, monsieur Sylvain, ce n'est pas des cas rares, c'est des choses qui sont là. Parce que je prends notre exemple, un enfant qui pose des questions. Et puis l'enseignant lui dit mais c'est quoi ces questions bêtes? Comment tu peux dire ça à un enfant? Pourtant il est enseignant. D'accord, nous allons revenir. Des cas isolés. Peut-être que vous ne faites pas ça, mais je vous assure dans le milieu, nous avons des tares qu'il faut forcément souligner et corriger. Très bien. Oui. Alors parlons à présent de ce qui se passe aujourd'hui au plan national. Sylvain Etchou, vous avez estimé et avoir terminé le programme de toute façon. Les enfants ont les outils nécessaires pour affronter les épreuves ces 3 jours. Bien sûr. Et ces enfants même ont un avantage parce que vous savez, quand je prends de la 6e en 3e, c'est 4 ans. Donc c'est pratiquement une génération qui n'a pas connu de grève au collège. Pratiquement. Ouais. C'est vrai que le manque d'enseignants dans le collège, souvent avec le système d'aspirana et tout, freine un peu. Mais qu'on essaie de corriger au fur et à mesure, ma foi, c'est une génération qui... J'attends beaucoup du taux de réussite cette année. L'année dernière, on était à 51%. Moi, je voudrais qu'on aille au-delà. Parce que, oui. 60, 65, 70%. Justement. Parce que il y a eu un système de tamis qui se passe maintenant où, quand vous ne passez pas régulièrement de la 6e en 5e, de la 5e en 4e, de la 4e en 3e, vous ne passez pas le BPC de façon réglementaire. Soit vous allez avec le titre de candidat libre, ou bien, si vous devez rester dans candidat officiel, il faut prouver ces différents niveaux de réussite. Et ça qui a fait d'abord chuter le nombre de candidats cette année par rapport à l'année dernière, aux années antérieures. Donc il y a aussi des candidatures fantaisistes qu'on enregistrait des enfants intégrés surdoués et tout. Mais aujourd'hui, il faut prouver quand même avoir fait certaines classes avant de pouvoir se postuler pour cet examen-là. Et je crois que c'est des choses qui me disent que les candidats qui sont là, c'est des candidats qui ont minimum le niveau de la 3e. L'élève moyen doit réussir à un examen parce que c'est un examen. On ne veut que à la phase écrite, c'est 9 de moyenne pour pouvoir passer et aller aux orales. Mais est-ce que là maintenant, est-ce qu'on va dire que le travail n'est pas fait? Le travail est très bien fait. Je l'ai dit depuis des années, il n'y a plus de perturbation dans le système éducatif. L'enfant moyen qui a pu suivre, qui a suivi toutes ces étapes, ma foi, doit passer normalement, et c'est pourquoi j'attends que le taux de réussite cette année puisse aller au-delà de 60%. Merci Sylvain. Monsieur de Roego, oui. Nous allons dire l'organisation de l'examen cette année sur le plan national, ça a été véritablement une réussite. Le ministre l'a dit dans son message qu'il a livré hier aux candidats, aux parents et aux acteurs, en tout cas impliqués dans cet examen-là. Oui, comme je l'ai dit, je suis fier de voir ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'enseignement. Et on est fier de notre pays, on est fier de notre gouvernement qui fait quand même assez de prouesses en la matière, c'est tout. Mais ce que moi je dis, je reste toujours dans ma posture en tant que dupreneur et en tant que quelqu'un qui apporte des solutions pour améliorer les choses. Je ne m'attends pas à plus de réussite, je vais avoir plus de citoyens engagés, développés et accomplis. Et c'est ça ce que je veux que l'enseignement puisse nous apporter. C'est un processus, on a commencé, on va ajouter, nous allons pousser et on va s'entendre, enseignants, éducateurs. Lorsque vous dites enseignement du développement, voilà, c'est un processus. Maintenant, il nous faut enseigner le développement, c'est-à-dire le contenu. Même si on garde le programme classique, il faut encadrer par des activités, des accompagnements, des orientations. Pouvoir dire un certain nombre de choses aux enfants pour qu'ils comprennent. En griffe, je ne sais pas si les enseignants font cet exercice. Moi, je le fais souvent quand je suis avec les élèves. Je leur pose la question, pourquoi est-ce que vous allez à l'école? Essayez la prochaine fois, vous allez avoir des réponses en fait qui en temps normal sont toutes fausses. Je vais à l'école pour tel message. Je dis, mais c'est faux. Tout ça là, on peut l'avoir sans aller à l'école. Mais il faut qu'on comprenne, on va à l'école pour redresser la nation, pour ne pas faire les mêmes erreurs que nos pères ont fait. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. À quoi ça sert d'apprendre toutes ces choses-là? Si c'est pour avoir de l'argent, laissez tomber. Restez à la maison, suivez le parcours de quelqu'un qui a réussi. Vous allez réussir. Allez au marché vendre comme, mais vous allez réussir.
Mais si on va à l'école, l'école c'est d'abord pour ceux qui sont censés diriger la cité. Il faut que les enfants comprennent ça, que c'est leur responsabilité de faire mieux que nous. Là où moi j'aurais failli, il faut que mes fils arrivent à corriger ces erreurs-là. C'est impératif, on doit leur inculquer ça. Et moi, c'est mon combat. Très bien. Alors, s'il faut parler, disons, aux candidats, aux parents, pour ces 3 jours, qu'est-ce que vous avez eu à leur dire avant qu'ils n'entament la journée d'aujourd'hui? Vous connaissez déjà ma formule, je l'ai déjà dit ici une fois. Hein. Là, nous sommes au cœur de l'événement, il n'y a plus de vaccin, il n'y a plus de rien, il faut placer un sérum, il faut les mettre sous perfusion, PEF, positivité, enthousiasme et foi, les 3 choses. Que les parents, les candidats restent positifs. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien de mauvais. C'est ce qu'ils ont vu à l'école qui va sortir. C'est juste pour une évaluation. On ne veut pas être le meilleur. Ne soyez pas pressés. Ne dites pas non, je dois vite finir l'épreuve. Il ne s'agit pas de vite fini. Il s'agit de bien fini. C'est tout ce que on le demande. Il s'agit de bien fini. Même si c'est un peu, faites-le peu, mais correctement. Relisez, corrigez les fautes, soutenez le mais. Faites juste ce que vous pouvez. Ne forcez pas. Le minimum, donnez-nous le minimum, mais donnez-le bien. Et ça va passer. D'accord? Le reste, qu'on garde la foi. On ne va pas à un combat en se disant non, je vais mourir, tu vas mourir, il n'y a rien à faire, mais gardez la foi. C'est juste une évaluation, tout va bien se passer. On se retrouvera après peut-être pour prendre quelques bouteilles d'eau, peut-être une bière ensemble pour fêter leur réussite. Très bien. Et aux parents? Aux parents, c'est la même chose. Hein. Ce qui s'applique aux enfants s'applique aux parents. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils créent pour les enfants une atmosphère de positivité. Hein, d'enthousiasme et également de foi. Il y a des parents qui ont là de contaminer les enfants. Voilà, tu as fait un peu, tu as trouvé ça. Voilà, je t'ai dit non, tu t'amusais non, non, oubliez ça. Ce n'est plus le moment de juger non. Même si l'enfant s'amusait, c'est la faute aux parents. Ce n'est pas la faute à l'enfant. J'aime toujours dire ça. Un enfant n'a jamais eu 30 ans ni 40 ans pour savoir comment un adulte raisonne, ce qu'un adulte veut de lui. Mais un adulte a déjà eu au moins 15 ans. 16 ans, 14 ans pour savoir comment un enfant peut raisonner à cet âge. C'est la responsabilité de l'adulte de faire en sorte que l'enfant prenne le pli. Si l'enfant échoue, c'est nous qui avons échoué, c'est nous les parents qui avons échoué. Donc, qu'ils essaient d'oublier tout ça, de se dire, j'ai ma part de responsabilité. Maintenant, je fais en sorte d'accompagner cet enfant pendant ces 3 jours. 3 jours. Pas de jugement, pas d'insulte, pas d'attaque, pas de dispute, non. Juste 3 jours, c'est un sacrifice qu'on leur demande et ils verront. Même celui sur qui on ne misait pas, s'il a les bonnes conditions et s'il a la bonne pensée, ça va passer. Sylvain, que dites-vous à vos candidats? D'habitude, généralement. Non, vous savez, nous on a fini. Nous on a fini. Depuis qu'on les a libérés, nous on a fini. Il ne reste que eux-mêmes qui... oui, mais il y en a qui organisent des travaux dirigés. Certainement, oui, c'est vrai. À la fin, vous avez ces moments d'échange avec eux. Effectivement. Non, c'est comme le mise en condition. Effectivement, comme le coach l'a dit, c'est que ce n'est plus trop le moment de dire est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as vu la question là, non, ce n'est plus ça. Ils vont, et puis quand ils reviennent, dire bon, ça s'est bien passé. Oui, c'est déjà ça. Prépare-toi pour l'épreuve suivante. Non, c'est juste ça. Au niveau de quand on était encore avec eux, c'était juste pour les dire que c'est les mêmes choses qu'on a fait. Vous avez vu le temps qu'on a eu à réviser, toutes les épreuves qu'on a eu à traiter. Vous savez, ce ne serait que des choses similaires parce que l'épreuve, il y a toujours dans toutes les matières, il y a un format. Il y a un format d'épreuve qu'on respecte. Ce ne sera que le format et vous n'aurez que tous, en tout cas, il y a des chapitres dédiés dans ces classes d'examen. Et quand je prends la classe de 3e, on connaît dans toutes les matières, on connaît les matières, les chapitres dans chaque matière. Donc, ça ne tiendra, l'épreuve ne tiendra que compte de l'un de ces chapitres-là que vous avez eu à discuter en classe. Et donc, ayez la pensée positive, comme le coach l'a dit. Soyez posé, travaillez minimum c'est 2 heures de temps. Exploitez les 2 heures convenablement et puis ayez le temps de relire ce que vous avez produit comme production avant de déposer parce qu'il n'y a pas autre étape de réclamation. Donc, il faut vraiment faire un travail propre et puis prier pour le reste. Donc, c'est ça, les parents, effectivement. Puisque quand vous longez les centres d'examen, vous allez voir les parents qui sont les voitures. On attend son enfant. Voilà, c'est vrai que c'est des enfants. Est-ce que là aussi, c'est pas une manière d'étouffer l'enfant? Effectivement, c'est comme ça que moi je vois ça. Parce que, certes, c'est des enfants très jeunes. Quand vous prenez le BEPC, c'est des enfants très jeunes. Oui. Par exemple, le plus jeune a 10 ans pour 2021. Le BEPC 2021 il a 10 ans. Il a 10 ans. Et vous êtes sûr qu'il a franchi toutes les étapes? Je présume. Je me dis que il doit être un enfant surdoué. Parce qu'on a connu des cas ici qui vraiment
qui n'est pas franchi les étapes, mais qui sont quand même bons et qui tiennent. Il a 10 ans. Donc, c'est des jeunes, les parents sont un peu attachés à ça. Et puis, c'est pour témoigner un certain amour. Ce qui est normal. Hein, ce qui est normal. Mais quand c'est trop, ça ne libère pas trop l'enfant. Parce que l'enfant a eu quand même 9 mois de formation. En tout cas, 4 ans de formation au premier cycle et 9 mois spécialement en classe de 3e pour cet examen, pour ces 3 jours. C'est pas petit. Je crois que c'est le moment de le laisser voler de ses ailes et nous allons voir ce qu'il va produire. Le reste, rester en union de prière avec lui pour que ça puisse bien se passer. Très bien. Une question sur laquelle j'aimerais revenir avec le coach. Quand vous parlez d'enseignement, de développement, qu'est-ce que vous y mettez pratiquement? Vous savez, l'enseignement de développement, c'est déjà l'enseignement qui qui est centré sur le leadership, sur la gestion de la cité, qui prône également l'exemple. J'ai toujours pensé, et je crois, c'est notre combat en tant que Dieu-preneur, qu'un enseignant qui manque d'exemple ne peut pas bien communiquer aux enfants. Ce qui est vrai. Il faut que les gens comprennent une chose. Je suis enseignant, même si je ne termine pas dans les collèges, en fait, en tant qu'enseignant de matière, je suis enseignant. Mais chaque fois que je fais une chronique, chaque fois que je passe un message, il y a une partie de moi que je transmets aux gens au-delà des mots que j'utilise. Donc si moi-même je ne suis pas quelqu'un, je n'ai pas une personnalité, je ne pourrai pas. Par exemple, l'une des choses que l'école permet de façon basique, pour laquelle même si on me demande pourquoi on ne peut pas supprimer l'école, je vais dire la discipline. Parce que l'école permet au moins à l'enfant de se dire, je dois me lever tel jour, je dois aller faire telle chose à telle heure, je rentre à telle heure. Au moins ça donne la discipline. Mais comment explique-t-on le fait que quelqu'un fait pratiquement 20 années ou bien minimum 15 ans pour cette discipline-là, mais il commence pas à travailler dans les administrations et puis il n'est pas régulé, il n'est plus discipliné. Parce que même si on fait l'effort déjà à la base, même si on fait le primaire, le secondaire, et puis c'est bon, à l'université, on dit qu'on a quoi à 8 heures, le professeur lui-même vient à 13h, 14h. À partir de cet instant, tout ce qu'on a appris à l'enfant n'a plus de valeur. Et c'est ce que je dis, aujourd'hui, avec les réformes que l'État a mises en place, nous sommes en train de voir en fait des enseignants qui sont obligés de suivre un modèle. Ils ont peur, tu fais l'erreur, on te vire. Donc on a commencé par marcher et les enfants vont suivre ça. Maintenant, il faut qu'on commence par enseigner le développement. Ce qui m'amène à dire, il faut contextualiser ce qu'on enseigne aux enfants. Pour moi, ce n'est pas forcément dire qu'il faut des laboratoires et non. La vie est un laboratoire. L'expérience qu'on vit chaque jour, c'est un laboratoire. Mais qu'est-ce qui empêche l'enseignant de dire, en faisant son cours, comment est-ce que je peux expliquer le cours à mes enfants en partant d'une situation que j'ai vécue? Tout enseignement que tu ne peux pas exploiter dans ton vécu quotidien, sans un laboratoire, sans ordinateur, rien du tout n'est pas un enseignement. C'est que toi-même, tu ne l'as pas encore compris. Et beaucoup de personnes, excusez-moi, quand je dis ça verse un peu. Beaucoup de personnes sont venues à l'enseignement juste parce qu'ils ont envie de joindre les deux bouts. Il y a beaucoup de faux professeurs, c'est-à-dire... Aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est non, même, écoutez, ce n'est pas le diplôme. Je ne parle pas du diplôme. Ce que je suis en train de dire... Non, c'est pas un procès. Ce que j'explique, c'est que, je prends un exemple simple. Vous enseignez la comptabilité alors que vous-même, vous n'avez pas un cabinet. Vous enseignez le marketing alors que vous-même, vous n'avez même pas un entreprise, vous ne savez pas comment est-ce qu'il faut vendre. C'est ça, c'est des faux professeurs. Vous enseignez l'histoire, géographie, mais vous-même, vous ne connaissez même pas la vraie histoire du Bénin, la vraie histoire des Noirs. Vous connaissez l'histoire du Blanc. Il y a un problème, c'est ça que je dis. C'est de ça que je parle, vous comprenez? C'est un processus, je ne dis pas que c'est mauvais. À l'heure où nous sommes dans ce pays-là, nous devons sortir de notre tête, impossibilité. C'est un peu le langage qui existe pour le Béninois. Tout est possible. Quand on veut faire quelque chose, comment est-ce qu'on va le faire? Deux, nous ne pouvons plus blâmer notre système. C'est notre système. Très bien. Comment allons-nous faire pour l'améliorer? Et c'est en ça que nous apportons des propositions. Mais ça ne nous empêche pas de dire ce qui ne va pas. Ce n'est pas de l'attaque, c'est une contribution. C'est clair. Nous aurons le temps de revenir sur toutes ces questions avec vous. C'est avec plaisir. Fumilayo Mohamed Dorego, Monsieur Sylvain, un dernier mot à vos candidats que vous avez suivis tout au long des 9 mois. Effectivement. Pour surtout ce qu'il défend, je crois, c'est réel. Mais ici, on parle d'un État. Et pour changer les donnes qui sont en place depuis des années et introduire, ce serait de façon, comme je le disais tantôt, de façon progressive qu'on puisse... et on y est déjà. Et on y est, c'est ce que moi je crois, avec les classes culturelles, avec la prolifération des lycées. Donc je crois qu'on est en train de quand même changer cette donne-là pour que l'on aille à l'enseignement de développement, comme il le dit. Et donc aux candidats, je crois c'est de leur dire bonne chance.
c'est de leur dire d'être serein, c'est de leur dire d'être calme, quelle que soit l'épreuve, même si à la première lecture, on estime que l'épreuve là demande quelque chose de grand, il faut relire plusieurs fois et voir que ce ne serait que lié à une partie de son cahier et donc se défendre comme cela se doit. Donc les parents, qu'ils essayent de laisser les enfants se gérer pendant 3 jours. 3 jours au moins. Dès le mercredi, ils vont prendre encore le contrôle. Très bien. Oui. Merci, monsieur Sylvain Etchou. Monsieur Dorego, votre fait, ce que vous avez à dire. Première chose indispensable, toujours prier avant de commencer les épreuves. C'est très très important. Peu importe votre religion, peu importe où vous venez, soufflez, concentrez-vous, priez 5 minutes avant de commencer les épreuves. Je conseille également qu'il faut lire au moins 3 fois l'épreuve avant de commencer. Être sûr de savoir par où je dois commencer comme cela se doit. C'est ça. Si on finit, pas de bavardage. Même quand on fait des retrouvailles, on n'est pas venu là pour se retrouver. Mon frère, on se voit après la composition. Chacun va dans son coin. On sort, on rentre à la maison, on va travailler, on se concentre. Et je leur propose, quand ils viennent comme ça, qu'ils prennent le temps de se connaître entre eux, de se familiariser avec les autres. Il y a peut-être des choses que l'autre ne connaît, que tu ne connais pas. Ne restez pas dans votre coin, soyez dépaysés, non. Partagez, discutez, quelqu'un peut vous aider. Et aux parents, beaucoup de courage pour eux. En 30 secondes. Merci à vous, monsieur Mohamed Fumilayo Dorego. Je rappelle que vous êtes éducateur spécialiste des questions d'éducation de la jeunesse. Merci à vous, monsieur Sylvain Etchou, vous êtes enseignant. Nous disons donc bonne chance aux 145 934 candidats qui composent pour le BPC. On se verra d'ici quelques jours pour le point. Très bonne journée à vous tous.